Un grain de folie, une pincée de courage, un zeste d'amour et une volée d'humour. Qu'évoquent ces mots pour toi? Comment te sens-tu quand tu les entends? Pour moi, ce sont les ingrédients qui nourrissent ma vie depuis que j'ai eu le cancer du sein. Bonjour, c'est Eugénie pour un nouvel épisode de mon podcast Ma transformation qui pourrait être la tienne. Dans ce podcast, je vais te parler des ressources que j'ai trouvées pendant et après le cancer du sein. Ces ressources qui ont transformé ma vie en une aventure épanouissante. Veux-tu en savoir plus? Alors je te souhaite la bienvenue à bord de mon voilier Giulia. Elle est ma compagne dans cette exploration. Ensemble, nous voulons te faire découvrir de nouveaux horizons, partager nos aventures et j'espère t'inspirer à changer quelque chose dans ta vie. Êtes-vous parés à larguer les amarres? Nous larguons. Bienvenue au troisième épisode du journal de bord de la traversée du Pacifique Sud. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir et partager avec les habitants de l'île de Robinson Crusoe dans l'archipel de Juan Fernandez. Je vous parle de la bahia de Cumberland où je suis arrivée ce matin à l'aube. Je vous décris un peu la situation. Il y a un bateau de croisière. Je vais vous compter les étages. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 étages. Ça bouge complètement la vue. Et pour le moment, il y a le va-et-vient de leur navette qui amène les passagers à bord. Et ils sont là à l'est, dans l'ouverture de la baie. Au nord, il y a tous les bateaux de pêcheurs qui sont à la bouée. Beaucoup sont partis pêcher. Et derrière moi, il y a la magnifique montagne, le paysage montagneux de ce village de Juan Batista. Je n'ai pas eu le temps de jeter l'ancre que l'armada m'appelait à la radio. Elle voulait savoir à quelle heure je serais prête pour aller chercher le représentant de la SAG, l'organisme qui viendrait me faire un contrôle de biosécurité à bord. J'ai commencé à gonfler mon annexe, mais j'étais vraiment très fatiguée. J'avais très peu dormi la veille. À moitié groggy, j'étais assez désordonnée dans mes mouvements. Mais bon, j'y suis arrivée. L'annexe gonflée, je suis allée chercher le représentant. Un peu préoccupée du retard que j'avais pris, le représentant m'a tout de suite mise à l'aise. Il était tout content quand il a vu que mon moteur était un moteur électrique. Il n'en avait jamais vu de ce type. J'avais déjà gagné pas mal de points. En route vers Giulia, il m'a fait une belle introduction de l'île, m'expliquant comment rentrer dans le parc naturel, quels sentiers emprunter pour découvrir les différentes facettes de la nature dans l'île, et me montrant de loin les différents restaurants où je pourrais déguster la spécialité de l'île, la langouste. Il n'est pas resté très longtemps à bord parce qu'il a compris qu'il avait une alliée pour préserver l'environnement. Le soir, j'ai pu confirmer que les langoustes sont exquises sur l'île. J'ai beaucoup apprécié les habitants de cette île. Les pêcheurs me donnaient toujours un coup de main pour pouvoir accoster et amarrer au ponton qui était un peu compliqué. Et après nous commencions à parler. Ils étaient très curieux de mon moteur électrique et me posaient 1000 questions à propos de son fonctionnement. Quand j'ai vu qu'ils avaient les bacs pleins de poissons, je leur ai demandé combien ils le vendaient. Non, 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 absolument pas. Nous te l'offrons. C'était le moment de parler de la pêche, de la langouste, du poisson, jusqu'où ils vont, combien de temps, quelle est la meilleure saison. J'aime bien sentir le pouls d'une île de cette façon et découvrir leur mode de vie. La garde-parc m'a aussi accueilli chaleureusement. J'ai senti à quel point elle aime cette île et son parc naturel.
Elle a pris tout son temps pour m'introduire au parc, à me décrire quelles espèces endémiques j'allais y découvrir, me conseiller des sentiers, et de commencer par le sentier le plus simple et accessible pour terminer par celui qui menait au mirador de Selkirk. Un peu d'histoire. Alexander Selkirk était un navigateur écossais qui demanda à être désembarqué quand il vit que le voilier sur lequel il était embarqué n'était pas apte à continuer la route. Le bateau appartenait à l'armée anglaise qui était en pleine campagne contre l'armée espagnole, aux alentours de 1700. La compagnie s'était arrêtée pour approvisionner sur l'île qui à l'époque était inhabitée. Il a passé 4 ans à scruter l'horizon avant qu'on ne vienne le récupérer. Son histoire de survie a inspiré le livre Robinson Crusoe, écrite par Daniel Defoe. L'impact de cette histoire a été tel que le gouvernement chilien a décidé en 1966 de rebaptiser l'île Mas a Tierra Robinson Crusoe. La même année, l'île Mas Afuera a été rebaptisée Alexander Selkirk. Cette histoire a laissé une trace indélébile sur l'île. Le sentier passe par l'endroit où Alexander Selkirk aurait scruté l'horizon dans l'attente de ses sauveurs. Au-delà de cette histoire, découvrir les zones les plus préservées de l'île m'attirait beaucoup. Je suis en route vers le mirador de Selkirk, d'où on disait que Robinson Crusoe regardait si les bateaux arrivaient. Un petit peu d'ombre avant une montée en plein soleil. Il y a des feuilles magnifiques dont je ne connais pas la nature et il y a un petit ruisseau où l'on peut boire un peu d'eau. Je vais vous faire des photos, ce sera plus joli, mais c'est vraiment une belle pause. La montée fut magnifique. J'avais l'impression de marcher dans un conte de fées. Le sentier était tapissé de mousse, des différentes espèces de fougères endémiques et d'autres espèces endémiques. La garde-parc avait raison. La vue depuis le sommet était juste à couper le souffle. Elle s'étendait depuis la partie plus aride de l'île jusqu'à l'océan Pacifique. J'ai pris beaucoup de plaisir à la peindre. Les rencontres sont un autre plaisir de la peinture en plein air, et certainement sur l'île de Robinson Crusoe. Plusieurs habitants curieux de ce que je faisais me demandaient s'ils pouvaient s'asseoir à mes côtés. Comme ce jeune couple qui venait de s'installer. Elle avait trouvé un travail à la commune et lui l'avait accompagnée. Il admirait mon audace d'avoir traversé l'océan seul. Nous avons beaucoup ri en comparant ce que j'avais fait avec ce que eux avaient fait. Mes amis trouvaient incroyable que je déménage de Santiago pour aller m'installer avec ma copine un peu plus loin. J'étais très nerveux et en même temps je voulais relever ce défi. Imagine-toi ce qu'ils m'ont dit au moment où nous avons décidé de déménager ici, à Robinson Crusoe. Et regarde-toi, tu es venu seul depuis le continent, tu navigues seul depuis des années. Nous avons tiré la conclusion que l'important n'est pas ce que l'on fait, c'est d'oser faire un peu plus que ce dont on se sent capable et d'y aller. J'ai traversé des océans seul avec Julia. Pour lui, déménager d'une ville à l'autre était un pas énorme. Une autre belle rencontre fut celle d'Angela et de ses amis. Ils m'ont invité à me joindre à leur table dans un joli bar. De fil en aiguille, j'ai appris qu'elle aussi avait déménagé du continent à l'île pour trouver une meilleure situation. Elle était tombée amoureuse de l'île. Elle était fort curieuse de ce que je faisais, de comment je vivais à bord. Nous avons partagé de bons moments sur Julia. Le bar Mare Nostrum était un lieu très particulier. J'y ai rencontré ses propriétaires, Herman et Gloria. Ils ont mis leur douche à ma disposition dès qu'ils ont su que j'étais arrivée en voilier. Un couple très engagé dans leur communauté. Je leur donne la parole pour terminer cet épisode.
Gloria s'est sentie un peu mal à l'aise devant le micro. Nous avons alors décidé de traduire un texte qu'elle a écrit. Il décrit bien sa philosophie de vie et son amour pour la mer. Je fais partie de la mer. Pas parfois, toujours. Certains jours, je sens comme mon reflet de mammifère aux pulsations plus basses est activé. Et soudain, quand je suis en train de préparer le petit déjeuner avec ma fille, je me sens dans la bulle. La mer m'appelle depuis avant. Nous sommes connectés. Par exemple, j'ai passé mes 2 grossesses dans l'eau. J'enfilais une combinaison de plongée d'homme avec mon ventre tout rond et le fœtus se sentait complexe sous l'eau. Nous perdons cette dimension de la limite entre mon corps et la mer. Je percevais la petite tête, je percevais tout. Avec ma famille, nous sommes toujours connectés avec la mer. Nous sommes dans la mer. Nous y ressentons beaucoup de plaisir. Nous aimons ce que nous faisons. Mes 2 filles ont toujours été en lien avec la mer. Certaines mères plantent le placenta comme un arbre de vie. Moi, je ne me sens pas de la terre. Alors je suis allée dans une colonie de lions de mer et j'y ai planté mon placenta. C'est là où j'ai laissé mon arbre de vie, mais submergé. Quand le tsunami a frappé l'île, les gens se sont éloignés de la mer. Ce fut tout un processus de vivre le tsunami ici, de voir comment les gens ne voulaient même plus s'approcher de la mer. Comme je suis psychologue en même temps d'être instructrice et plongeuse, j'ai travaillé sur le plan de la réparation émotionnelle pour réenchanter les gens car la mer n'avait pas eu la faute de ce qui était arrivé. J'ai animé 2 ateliers pour inciter les gens à retourner vers la mer. Au début, nous allions juste y tremper nos pieds parce que personne ne retournait à la mer, même en été quand il faisait très chaud. Maintenant, cela m'enchante de voir comment les gens sont retournés vers la mer cet hiver. Ils sont même rentrés dans l'eau qui était froide. L'océan fait partie de ma famille. Nous y sommes reliés dès le réveil. Nous vivons en face de la mer, vaste sur l'île. Je ressens que chacun de nous cherche cette paix de la mer, celle qu'il a ressentie pendant 9 mois dans le ventre. La mer est la mer. C'est une grande matrice qui nous accueille, qui nous protège, qui prend soin de nous. Ici, pour chacun de nous, l'île est une grande mer qui nous protège et stabilise notre état d'esprit. Parce que la mer est un thermostat. Elle régule les émotions, les sentiments, toutes les traditions et les savoirs. Si l'on observe la mer et le vent, tout est connecté. Les paroles de Gloria Bermúdez sont un peu le battement de cette île au milieu de l'océan. Son époux Germán est un fervent défenseur de son île. Terminons cette entrevue avec la traduction simultanée de son entrevue. Bonjour Germán, comment vas-tu? Hola Germán, Bien et toi? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Est-ce qu'on l'entend bien? Oui, oui, on Sí, entend. sí, se escucha. Vamos. Raconte-nous où Cuéntanos a nous nous dónde nos trouvons ici. encontramos aquí. Nous Nos sommes dans encontramos l'île en Robinson Isla Robinson Crusoe, Crusoe, archipiélago Juan l'archipel Fernández, de Juan Fernando Pacifique Pacífico Sud. Sur. Et de manière plus Y más spécifique, específicamente, dans quel endroit ici à ¿en qué Robinson lugar aquí? Crusoe? Ah, nos encontramos Ah, en... d'accord. Chucha, ya. Nos Nous sommes encontramos dans en el notre café, mon nuestro café, café, que se Mare llama Mare Nostrum, Nostrum, notre Mar mer. Nuestro, donde la intención nuestra es Notre objectif mostrar est de parte de la montrer une historia, partie de el café l'histoire. museo, es C'est un mostrar un poco la café-musée historia, lo que qui hacemos, raconte l'histoire, ce que nous faisons, y las actividades que aussi au realizamos travers a de notre través de nuestra entreprise empresa de Mare buceo, que también se Nostrum llama Mare Nostrum Buceo. Expediciones. Et aussi, tu m'as Y raconté también qu'en me contaste 2012, si je ne que, m'abuse, si no me olvido, en el año vous avez 2012 entrepris un voyage très hiciste spécial pour un vous. viaje muy especial. Ah, sí, Ah navegamos, oui, bueno, nous primero avons se navigué. construyó D'abord, nous avons una última construit embarcación, une que es la embarcation embarcación
Notre embarcation, Victoria, est le dernier bateau en bois que nous avons construit. Et avec ce bateau, nous sommes allés au continent avec quelques gens de l'île pour transmettre un message de notre village vers le Chili et le monde entier, mettant en avant les qualités de ce type de bateau et tout ce qui a à voir avec notre culture ancestrale, avec la pêche, ce type d'embarcation et tout ce qui se rapporte à notre île et à l'architecte de Juan Fernandez. Nous voulions apporter un message positif parce que nous avons eu 2 ans de tragédie, un tsunami et un grave accident d'avion. Nous voulions visibiliser cet endroit avec des nouvelles positives. Et moi qui suis navigatrice et qui ai eu des conditions assez difficiles pour traverser vers ici, comment était votre traversée? Avez-vous eu des bonnes conditions ou je ne sais pas, raconte-moi comment ça a été. Non, pas vraiment, parce que nous sommes sortis un jour 4 de novembre avec un vent sur-ouest très très faible, moins de 4 nœuds. Et donc, nous avons dû ramer parce que nous n'avancions pas avec très peu de vent. Nous avons ramé les 3 premiers jours. Le vent a tourné du sud-ouest vers l'ouest, nord-ouest, nord. Et donc, chaque fois, nous disons que nous avons ramé les 3 premiers jours et nous avons prié les 3 derniers jours. Parce qu'à mesure que nous nous approchions du continent en traversant le courant de Humboldt, nous nous sommes retrouvés dans une forte tempête avec du vent de 25 nœuds du nord-nord-ouest et des vagues de 3,5 mètres. Et notre franc-bord n'avait que 40 cm. Les vagues se brisaient littéralement dans le bateau. Ça a été très complexe. C'était difficile de mener à bien la traversée. Les conditions étaient très rudes. Oui, j'imagine bien, j'ai vu votre embarcation, elle n'a pas de cabine, elle était ouverte. Comment faisiez-vous pour vous reposer, pour vous protéger des éléments? Nous faisions des quarts. En journée, nous étions tous ensemble parce qu'à dire vrai, en journée, personne ne pouvait dormir. Et la nuit, bon, nous essayions de dormir, mais nous n'y arrivions pas vraiment. Donc, on se reposait pendant 4 heures, de minuit à 4, et les 2 autres contrôlaient le bateau. Et de 4 à 8, chacun essayait de se reposer avec un sac, mais déjà à ce niveau-là, on était trempés jusqu'aux os. Bon, il n'y a pas vraiment eu de repos. Ce furent des journées très intenses, vraiment très, très intenses. Si je me souviens bien, vous étiez 4 membres de l'équipage. Oui, nous étions 4, desquels j'étais le seul à être capable à naviguer à la voile. Et ça, je l'ai appris une fois que nous sommes partis. En fait, je portais toute la responsabilité. Nous avons appris au fur et à mesure, en partageant mes humbles connaissances avec les pêcheurs. C'étaient des pêcheurs de langoustes. Ils ne savaient pas faire de la voile. C'est là que j'ai pris conscience que ça allait être très, très fatigant. Je n'ai pas vraiment eu de repos. J'imagine que vous aviez un GPS. Comment faisiez-vous pour la navigation? Oui, oui. Quand nous avons pris la décision de faire ce voyage, l'Armada nous a posé pas mal d'exigences. Nous devions avoir un moyen de communication, un téléphone satellite, d'avoir un canot de sauvetage parce que nous n'avions rien, et un dispositif qui transmettait notre position toutes les heures au mail de ma femme. Nous avions aussi un GPS simple de la marque Garmin, mais en fait, nous devions naviguer vers le soleil qui se lève vers l'est. Et vous êtes arrivé à Valparaíso? Oui, oui, c'était vers là qu'on visait. Mais en fait, le coup de vent du nord nous a poussés plus vers le sud, vers la ville d'Algarrobo.
Quand nous sommes arrivés au club de yachts, tout le monde nous regardait avec des grands yeux parce qu'il y avait une régate et ils n'osaient pas naviguer à plusieurs milles de la côte. Alors imagine-toi, ils voyaient arriver 4 personnes de la haute mer sur un tout petit bateau. Et eux, avec leurs grands voiliers, ils n'osaient même pas quitter la côte. C'est tellement les conditions étaient dangereuses. Alors imagine-toi de nous voir arriver avec ce petit bateau. Et comment vous ont-ils reçus? Ah, mais comme des dingues. Nous étions leurs héros. Et le voyage en soi était tellement héroïque pour eux que tout le monde s'en souvient. Et pour certains, oui, c'est vraiment une épopée. Waouh! Ce qui fut un vrai succès, et en fait, c'était ce qu'on cherchait. L'objectif a été atteint, mais d'une manière très, très complexe. Et de là, comment êtes-vous allé à Valparaiso? On vous y a emmené? Non, non, on a ramé. Cela nous a pris presque une journée entière. Nous sommes arrivés le 12 novembre à Valparaiso. Il y avait une foule pour nous attendre. Ce qui était très bien parce que le voyage et le message étaient ce qui était important. Quand on a voulu retourner 2 semaines après, l'Armada a dit non, non, pas question. Vous retournez en cargo. Ok, c'est bien. Mais bon, l'objectif était rempli puisque vous vouliez que votre message arrive et qu'il soit porté par ce voyage, et ça, vous y êtes arrivé. Oui, tout à fait. Nous avons atteint notre objectif et nous sommes parvenus à rendre le territoire visible. Plusieurs instances du continent qui étaient en relation avec des projets sur la île, en recevant cette nouvelle, ça a en fait réactivé ces projets. Nous avons reçu beaucoup d'offres. Par exemple, celui de réactiver le projet de aire marine protégée qui avait été lancé en 2010, mais ça prenait beaucoup de temps à se concrétiser. Et ce voyage a permis de concrétiser ces projets et de les relancer, et même d'élargir en ajoutant de nouvelles aires à l'aire principale. Il y a plusieurs choses qui ont dérivé de ce projet. Comment est la situation maintenant? Le tourisme s'est réactivé. Jusque 2015, les gens disaient que c'était très risqué de venir à l'île de Juan Fernández. Personne ne venait ici. Mais maintenant, le pari, c'est que c'est un endroit très sûr et qu'il n'y a aucun problème pour y venir. Cela nous a pris du temps pour positionner l'île comme une destination touristique sûre. Maintenant, le tourisme augmente d'une manière qui nous plaît. Il y a aussi des bateaux de croisière qui viennent, qui nous doublent en quantité de personnes sur l'île. C'est parfois un peu invasif, mais bon, l'île est bien positionnée. Maintenant, j'aimerais terminer avec un événement que tu as organisé en relation à un film qui a eu beaucoup de succès en Europe et qui, si tu peux nous raconter un peu. Oui, comme fondation, nous voulons organiser des événements culturels et une des activités que nous voulions organiser tournait autour de l'apnée, ici, sur l'île, mais aussi au Chili continental. Nous avons créé ce championnat de plongée en profondeur ici à l'archipel et nous sommes parvenus à convaincre plusieurs personnes importantes, dont Jean-Marc Barr qui a tout de suite répondu à notre mail. Oui, j'ai envie de connaître cette île mythique. Nous étions ravis parce qu'en plus, c'est lui qui a convaincu le plus de personnes à commencer à faire de la plongée en apnée. Nous sommes toute une génération de gens qui aiment la plongée en profondeur, qui avons vu le film. Donc, on était très contents qu'il réponde oui. Quel film? Le Grand Bleu. Il est venu, lui, mais aussi un acteur très connu du Chili. Des grands noms de l'apnée sont venus, comme le détenteur du record de Guinness.
Carlos Costos qui vient du Venezuela. Ce fut très intéressant et pour le moment, nous sommes en train d'éditer le documentaire qui est sorti et que vous pourrez bientôt voir. Et pour terminer, tu m'as dit que tu as une fondation avec laquelle tu promets des activités qui me paraissent vraiment très jolies pour la population locale, pour les enfants. Peux-tu nous parler de tes objectifs? Oui, ce qui nous intéresse comme fondation, d'ailleurs, le motto, c'est « éduquer pour conserver ». Ce qui nous intéresse, c'est que l'histoire ne se perde pas, que les coutumes ne se perdent pas, que la navigation ancestrale se maintienne. Et d'ailleurs, ici, il y a très peu de gens qui font de la voile, donc on aimerait reprendre cette activité, en particulier avec les enfants. L'apnée aussi nous intéresse, parce que la seule façon de prendre soin, c'est en connaissant ce qui nous entoure. Nous avons d'ailleurs reçu une donation de 2 voiliers pour pouvoir apprendre à la voile aux enfants. C'est vraiment notre objectif de travailler avec les enfants pour qu'ils connaissent, mais aussi avec les personnes âgées, pour qu'ils soient orgueilleux de l'endroit, de leur île, qu'ils connaissent bien leur histoire, leur territoire, parce que la seule façon de voir vers le futur, c'est en connaissant ce qui s'est passé avant, de connaître notre histoire. Et comment pouvons-nous faire pour t'aider? Suivez la Fondation Nazca sur Instagram, là vous aurez toutes les informations pour nous aider. Merci beaucoup à toi Eugénie. À la fin de l'entrevue de Gloria Herman, j'ai senti à quel point l'esprit aventurier d'Alejandro Selkirk avait traversé les siècles. Grâce à cette énergie, l'île était renée de ses cendres après le tsunami et un grave accident d'avion. Ils ont mis toute leur énergie à renforcer leur identité de l'île et en particulier à élargir l'aire marine pour mieux protéger l'océan et aussi leur terre. J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous a donné beaucoup d'envie d'aller découvrir cet endroit enchanteur qui m'a très bien accueilli. Dans le prochain épisode, je vous emmène à bord de Julia pour un très grand défi pour moi, la traversée du Pacifique vers la Polynésie française. Ai-je pu m'arrêter à l'île de Pâques ou ai-je dû naviguer pendant plus de 30 jours? Vous le saurez dans le prochain épisode et comme on dit en anglais, stay tuned. Et entre-temps, portez-vous bien. Ce podcast vous a plu? Eh bien moi, ça me ferait plaisir que vous lui donniez des étoiles, que vous me laissiez un commentaire ou que vous en parliez autour de vous. Car je serais très heureuse qu'écouter mon histoire inspire d'autres à oser le changement. Bientôt! She opened my eyes to a new world, just going through, true to yourself, true to the other you're going through, and being true, true to yourself, true to the other you will fulfill your dream. The message become clear, I thank her for all the beauty she shared with me, and now I'm going through to a new life, to be my dreams I am going through. Her message became clear. I thanked her for all the beauties she shared with me, and now I'm going through to a new life, to be my dreams I am going through.